Bienvenue. Bonjour. Je refais un petit point technique pour vous dire que ce webinaire sera enregistré, Laurent, comme ça vous êtes au courant. Nous avons tous le D'accord. même niveau d'information. Voilà, nous sommes à peu près à la moitié du nombre de personnes convenues. Oui, un tiers même. On va se donner quelques minutes et on pourra démarrer sans trop tarder. Donc la personne que vous voyez qui s'appelle Tim Lure Métropole et Caroline Decour, je vous rassure, elle est bien là, elle est parmi nous. Oui, désolée, j'ai pas réussi à me renommer. Ok. Alors, on va patienter encore une minute ou deux, puis on démarrera et on fera intervenir je ferai rentrer les participants au fur et à mesure. Alors, le point technique est fait, le webinaire est enregistré. Je vais donc passer au programme et à la présentation des personnes qui participeront. Donc en fait, ce webinaire reste un peu sur un format rencontre avec. Donc aujourd'hui, la rencontre est avec Caroline Decour, chargée de mission Pacte. Elle va nous parler donc des QPV et du Pacte, de la convention Pacte. Et 2 personnes viendront témoigner des actions de leur entreprise en QPV. Voilà pour le propos pour démarrer. Donc nous avons la présence de Faustine Weckel pour Batigère Rhône-Alpes et de Cécile Baraillé pour l'entreprise Suez. Donc, je vais introduire un peu ce webinaire en expliquant un peu le contexte. Pourquoi proposer ce type de webinaire? Tout simplement, du côté entreprise, on va dire que c'est pour éviter une forme de repli sur soi et de ne pas relâcher les efforts d'engagement construits depuis plusieurs années en matière de diversité, malgré un contexte économique en ce moment, on a bien compris, assez fragile. Donc, cette fragilité est renforcée par la crise sanitaire actuellement. Un autre volet qui est important pour l'entreprise, c'est de montrer sa volonté de continuer de recruter dans la diversité, d'autant plus que nous risquons de voir à un moment ou à un autre une augmentation de personnes à la recherche d'emploi dans notre pays. Si ce n'est pas maintenant, ce sera peut-être à la rentrée, en septembre. Donc, d'où l'intérêt de se concentrer sur les QPV. Et la finalité pour nous, entreprise, c'est de produire une cohésion sociale par la rencontre entre eh bien, les entreprises et les habitants des QPV, par l'emploi et l'activité économique. Ce qu'on peut dire, c'est que les collectivités locales et les entreprises se rejoignent ensemble sur notre territoire pour contribuer à cet enjeu national de cohésion sociale. Il nous a apparu important et essentiel d'en apprendre un peu plus sur le sujet de la Convention Pacte et du Pacte, d'entendre des témoignages d'entreprises qui ont des choses à dire sur ce qu'elles entreprennent et font localement sur les QPV. Donc, je vais céder maintenant la parole à notre invitée, Caroline Decour, qui va nous... Merci Damien. Merci beaucoup, merci de m'inviter et puis de me permettre de parler un petit peu du pacte, puisque ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux mettre la slide d'après? On va commencer par parler de la politique de la ville. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cet intitulé et si vous savez ce qu'on met derrière cette terminologie, mais je vais rapidement le rappeler pour ceux qui n'en sauraient pas beaucoup. Donc la politique de la ville, c'est une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés, que l'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de leur petit nom, QPV, qu'on voit souvent écrit un peu partout. Donc la politique de la ville, elle porte 2 ambitions fortes. D'une part, la réduction des écarts de développement entre les quartiers défavorisés et le reste du territoire national. Et d'autre part, elle souhaite aussi améliorer les conditions de vie des habitants de ces quartiers-là et en luttant tout simplement contre toutes les formes de discrimination qui peuvent tourner autour d'eux. Donc, elle met en place, en fait, elle mobilise, c'est vraiment une politique interministérielle qui mobilise l'ensemble des politiques de droit commun et des services publics sur l'ensemble des domaines qui peuvent toucher aux citoyens français, à savoir l'éducation, l'emploi, le logement, le cadre de vie et tout le reste, bien sûr.
Donc elle profite bien évidemment du droit commun dont tout le monde peut bénéficier sur le territoire français, mais elle met aussi en place des moyens d'intervention qui sont spécifiques pour permettre justement de répondre au cumul de difficultés que connaissent ses habitants. Donc, je peux nommer par exemple, puisqu'on parle principalement des entreprises aujourd'hui, un dispositif que vous connaissez peut-être, qui est le dispositif Emploi Franc, qui est une aide financière qui est versée aux entreprises qui embaucheraient un habitant des quartiers. Ce dispositif a été mis en place depuis janvier 2020. Voilà, c'est vraiment un type d'intervention particulière pour ces habitants-là. Donc, si on reprend un petit peu rapidement l'historique, hein, cette politique, elle est née dans les années 80, mais en 2014, la réforme de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a redéfini la géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et cette fois, elle se base sur un critère unique, qui est le revenu médian de 1000 habitants, qui doit être inférieur à 11 900 € par an. Donc, si tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail et parler de quelques chiffres, pour dresser un peu le tableau des QPV, en fait, ce qu'on vient de voir, hein, c'est que la réforme de la loi de cohésion des territoires, c'est basé sur le critère du revenu. On parle ni de délinquance, ni de trafic de drogue, ni de décrochage. On parle de revenus, c'est vraiment le critère qui détermine ces quartiers. Donc, au total, il y a 1300 quartiers sur le territoire national qui rentrent dans ce classement-là, qui est, bien sûr, parmi ces quartiers, on a tous les grands ensembles des banlieues, hein, dont on a tous des images à l'esprit de façon spontanée, mais là où vraiment on est un peu à côté des fois de la réalité, c'est qu'il n'y a pas que. Il y a aussi des quartiers de centre-ville, il y a aussi des quartiers dans des petites communes périurbaines, et il y a aussi des territoires ruraux. Donc là, vraiment, le fait marquant de cette nouvelle géographie de la politique de la ville, c'est qu'on a noté une paupérisation des centres-villes urbains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Sur Lyon, par exemple, je peux vous citer un quartier vraiment en centre-ville, qui est le quartier de la rue Moncey, entre la préfecture et la gare de la Pardieu, que vous connaissez peut-être. Donc au total, sur ces 1300 quartiers, on dénombre 5 millions de Français qui vivent dans ces QPV, et parmi eux, il y en a un tiers qui vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est quand même vraiment énorme. Pour le reste, enfin, la moyenne du territoire national, on est à 14% en dessous du seuil de pauvreté, donc on est vraiment 2 fois plus élevé en termes de pauvreté, hein. Donc là, on parle bien d'un aspect monétaire, mais au-delà de l'aspect monétaire purement, on note aussi une grande fragilité sur plusieurs domaines au niveau de ces habitants-là, hein. Donc si je vous fais un peu une liste à la Prévert, par exemple sur le domaine de l'insertion et du marché du travail, ils ont 2 fois plus de chômage. Ces habitants sont touchés 2 fois plus par le chômage. Au niveau de la typologie de l'emploi, ils sont bien plus souvent sur des emplois précaires. En termes de formation, de qualification, ils sont bien souvent moins diplômés. Là, par exemple, sur la slide, on note 32% des jeunes des quartiers n'ont aucun diplôme. 42% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Donc, c'est vraiment énorme, hein. On peut aussi parler de réussite scolaire. Alors, évidemment, la réussite scolaire, elle est moins élevée dans ces quartiers-là et c'est très notable. C'est lié à plein de caractéristiques sociales. On peut noter par exemple qu'on a une grande proportion de familles monoparentales, bien plus que sur le reste du territoire. Pour vous donner des exemples simples, hein, le lien avec l'éducation, un jeune dont la maman travaille, qui fait des ménages le matin, qui fait des ménages le soir, à l'heure des devoirs, qui le matin s'appuie sur ses aînés pour emmener les petits à l'école, eh ben forcément en termes de scolarité, eh ben le jeune qui s'occupe de ses petits frères et qui n'a personne à la maison quand il rentre le soir pour faire ses devoirs, eh ben, à un moment donné, il n'a pas les mêmes aides, il n'a pas les mêmes chances, hein, clairement, que le reste des jeunes. Donc tout ça, c'est des évidences, hein, on ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes sans doute, mais c'est quand même bien de le rappeler. Je crois que c'est des quartiers vraiment où pas de diplôme, des situations compliquées familialement, et voilà, c'est un enchaînement, quoi. Ça va jusqu'à l'éducation, etc., et la perte de confiance derrière. Alors bien sûr, entre 2 quartiers, c'est toujours très différent. On ne va pas retrouver les mêmes problématiques selon les territoires.
Mais néanmoins, ce tableau-là, il se retrouve un peu partout. On va passer sur le focus métropole, si tu veux bien, Damien, sur la slide d'après. Donc, rapidement, sur la métropole de Lyon, on a 37 QPV. Sur ces 37 QPV, environ 160 000 habitants qui y vivent, ça représente 12% de la population de la métropole et 17 communes concernées sur les 59 de la métropole lyonnaise. Alors, je parle de la métropole, je ne parle pas du Rhône, puisque voilà, moi je travaille pour la métropole de Lyon à la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi et nous avons l'animation du pacte sur ce territoire-là. Sachez que sur le reste du Rhône, qu'on appelle le Nouveau Rhône, on a très peu de QPV proportionnellement. On en a 7, je crois, de souvenirs sur le reste de ce territoire-là. Et nous, à la MMIE, nous n'avons pas compétence sur ce territoire-là. Voilà, c'est la directe qui gère en direct ces territoires. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Je te laisse la suite, je crois, Damien, c'est toi après. Ok. Alors. Donc pour le versant entreprise, j'allais dire, quel est l'intérêt ou quels sont les moteurs d'engagement des entreprises sur les territoires des QPV? On voit bien que c'est souvent une politique inscrite au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et on peut voir ça sur quatre axes, sur quatre axes que vous pouvez voir à l'écran. Alors, on peut démarrer par le premier, qui est celui de l'ancrage territorial. Clairement, l'entreprise est inscrite dans une réalité physique et géographique. C'est là où l'entreprise exerce son activité économique, c'est là où sont ses clients, c'est là où sont ses fournisseurs, c'est là où sont ses prestataires, et bien sûr, c'est là où sont potentiellement une majorité, une grande partie, ou ses salariés en tout cas. C'est pour elle l'occasion de mettre en place son engagement, on va dire, citoyen. L'entreprise a des liens avec son écosystème. C'est aussi une possibilité de créer des opportunités de nouveaux liens, de nouvelles relations avec son environnement. Et puis, avec les associations locales, par exemple. On parle du terme de partie prenante, un terme assez connu en RSE, vulgarisé, expliqué par Edouard Freeman ou, si on veut le pendant français, Yvon Pesqueux, où l'entreprise va gérer tous les acteurs qui l'entourent. Et puis, le but est de contribuer au développement socio-économique de son territoire d'ancrage, bien évidemment, ce qui renforce sa légitimité à exercer sur le territoire. Ce qui lui permet d'être perçu comme un acteur socio-économique positif, c'est un besoin qui se fait ressentir, effectivement, d'avoir une action positive sur son environnement économique, social et autres. De développer donc un réseau de partenaires institutionnels, privés ou associatifs, on est toujours dans la politique des parties prenantes, faciliter les discussions, les échanges, être consulté lors de changements à venir, de créer et favoriser l'émergence de nouveaux projets. On tisse donc du lien avec des acteurs institutionnels, les fameux donneurs d'ordre, et puis on peut générer des courants d'affaires, on peut générer des rencontres. Donc l'axe suivant sera celui des ressources humaines, qui est un enjeu RH pour une entreprise, de créer une cohésion interne au sein de l'entreprise pour proposer aux salariés de l'entreprise autre chose que la simple mission de travail, de s'investir sur un territoire, parrainer à tous les niveaux de l'entreprise des actions, donner des rôles d'ambassadeurs aux salariés sur des actions externes. C'est aussi une mise en valeur, on donne un peu de l'humain à travers l'entreprise. On crée des connexions entre les gens qui ne se connaissent pas, des gens dans des départements différents au sein de l'entreprise qui vont travailler ensemble pour la première fois sur des projets transverses. Donc ça, c'est un grand intérêt pour l'entreprise. Et puis, on peut aussi parler du développement des compétences parce qu'on va diversifier et faire venir dans son entreprise des profils qui n'auraient pas candidaté auparavant. Donc là, c'est sur un aspect externe. On va donc jouer sur stopper l'autocensure de certains jeunes diplômés qui pourraient ne pas se reconnaître, ne pas aller vers certaines entreprises. Donc, si l'entreprise est en action sur le territoire, ça peut attirer ces talents-là. On a aussi, pour les ressources humaines et cet enjeu, la possibilité d'avoir des actions correctives qui vont jouer sur des forums emploi et diversité afin de diversifier ces salariés, la source de provenance de ces salariés, pas uniquement taper dans les grandes écoles, mais aller vers des choses du territoire. C'est aussi intéressant parce que ça permet de suivre les mutations économiques et de rester acteur sur son territoire, quelle que soit la situation. Et puis en interne, on va parler de la fidélisation des talents. Le but sera de faire baisser le turnover, d'avoir peut-être dans son entreprise des profils plus en correspondance avec les besoins des postes localement. Et puis, de manière générale, pour tous et toutes, donner du sens au travail
on sait pourquoi on travaille, on a une certaine fierté d'être salarié de telle et telle entreprise qui travaille sur un territoire et qui fait des choses entre guillemets, qui agit en fait. Voilà. Un aspect, les aspects RH. On peut aussi ensuite parler d'un enjeu d'image et de réputation pour l'entreprise. Eh bien oui, améliorer son image et sa réputation dans un contexte de sensibilité accrue au rapport à certaines valeurs de partage, de cohérence, d'éthique et d'équité, tout simplement. D'être reconnu comme un acteur positif et innovant en matière d'accès à l'emploi, de diversité et d'insertion. C'est intéressant et c'est important pour l'entreprise. Ça permet d'attirer plus de profils avec plus de diversité. Et puis, les futurs potentiels salariés peuvent s'identifier à cette image positive renvoyée par l'entreprise agissante, j'allais dire. On peut aussi mieux refléter la diversité de la société pour mieux répondre aux attentes de ses clients, ce qui permet, oui, quelquefois d'éviter la rupture avec une partie de sa clientèle qui ne se reconnaîtrait pas dans l'entreprise, tout simplement. C'est vraiment important pour l'entreprise de refléter la diversité de la société, de ses clients, de ses parties prenantes. Dernier aspect, dernier moteur d'engagement pour l'entreprise, c'est l'innovation, parce que les collaborateurs et les collaboratrices vont amener leur expérience professionnelle et leur vécu, ils vont s'engager dans de nouvelles démarches au nom de l'entreprise pour expérimenter de nouvelles façons de travailler, de décloisonner leur activité, d'agir de façon transverse et assez mobile avec de nouveaux acteurs associatifs, avec de nouveaux acteurs institutionnels. On va beaucoup travailler sur l'adaptation des uns et des autres. Et quand les salariés reviennent dans l'entreprise, eh bien, ils reviennent avec un bagage supérieur parce qu'ils ont acquis de nouvelles façons de faire, voir, ils ont vu de nouvelles choses, ils ont eux-mêmes pratiqué des actions sur le territoire. Donc, c'est intéressant quand ils reviennent dans l'entreprise. De manière plus générale, cet engagement des entreprises sur les QPV, c'est un levier d'expérimentation très fort. Parce que ça va permettre de lancer des choses, de nouvelles expérimentations qu'on n'aurait peut-être pas osé faire avant ou auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Donc oui, ça permet de penser différemment pour agir, on pense autrement pour un territoire, pour les habitants du territoire, et puis vraiment de tenter des choses. Et ça, c'est important parce qu'on le verra avec les témoignages des entreprises Tigère, Rhône-Alpes et Suez, qu'elles ont tenté des choses innovantes. Donc, c'est tout l'intérêt de ce travail que les entreprises peuvent faire sur les QPV. Alors, donc, pour terminer, excusez-moi, donc au cœur de ce système, clairement, on voit que les collaborateurs et les collaboratrices agissent et s'engagent positivement pour les quartiers QPV et leurs habitants, ce qui pour nous, au sein des entreprises pour la cité, est un levier de performance pour l'entreprise, parce que c'est un retour positif pour l'entreprise, pour les salariés. Voilà. Donc, afin d'en savoir un peu plus sur comment vous, entreprise, vous engagez, Caroline va vous en dire un petit peu plus pour la suite. Oui, merci Damien. Donc oui, alors le pacte, je vais vous remettre dans un contexte un peu global parce que c'est pas toujours très clair. Hein. Je sais, les entreprises s'y perdent un petit peu. En fait, en juillet 2018, il y a eu une démarche commune qui a été initiée par l'État, hein, qui était dans un but de partenariat entre l'État et le monde économique, de mettre en place deux démarches, j'allais dire, pilotées par deux ministères parallèlement. Et des fois, je sais que certains n'arrivent pas à faire le distinguo entre le pacte et la France, une chance et l'entreprise s'engage. Donc, rapidement. Je confirme, c'est effectivement une des choses qui, quelquefois, même pour moi au début, était difficile à comprendre. Ouais. Voilà, donc rapidement, en fait, c'est vraiment deux démarches qui ont le même objectif, mais qui sont portées par les deux ministères, qui est le ministère de la Cohésion des Territoires pour le Pacte et le ministère du Travail pour la France, une chance et les entreprises s'engagent. La différence, c'est que, vous l'avez compris tout à l'heure, hein, le pacte, ça concerne la politique de la ville, les quartiers, QPV dont on parlait tout à l'heure, alors que la France, une chance, les entreprises s'engagent, et quelque part, c'est un peu le mouvement chapeau, quelque part, qui porte l'ensemble des démarches d'inclusion, quels que soient les publics, quelles que soient leurs difficultés, leur origine, peu importe, voilà. Mais le pacte est une sorte de focus sur les QPV. Et donc, il est porté par le ministère de la Cohésion des Territoires et sur les territoires spécifiques, hein, il est piloté par les préfectures. Et chaque préfecture a choisi sa gouvernance. Donc, soit en interne de la préfecture, il y a un animateur dédié,
soit c'est confié à un partenaire, comme parfois sur certains territoires LEPC, sur d'autres ça peut être Face Grand Lyon ou le Crépi. Sur notre territoire à nous, la métropole de Lyon, je parle bien, la préfecture du Rhône et la Directe se sont mises autour de la table avec les partenaires de la métropole de Lyon pour qu'il y ait une démarche commune en fait et qu'on ne multiplie pas le millefeuille de partenaires. C'est pour ça que sur notre territoire, c'est la MMIE, Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, qui anime le pacte. Et ça, c'était un choix du coup commun entre préfecture directe et métropole. Parce que préexistait avant juillet 2018 et déjà depuis bien des années, une charte dont vous avez sans doute connaissance, qui est la charte des 1000. C'était la charte des 100, la charte des 300. Aujourd'hui, on en est à la charte des 1000, qui anime un réseau de 1000 entreprises engagées, des entreprises du territoire métropolitain. Hein. Et puis du coup, depuis un an et demi, date de mon arrivée à la MMIE, puisque j'ai été embauchée sur ce poste pacte, chargée de mission pacte, eh bien la charte des 1000 est mutualisée quelque part et porte à la fois le pacte, à la fois la charte des 1000 ancienne et la France une chance et l'entreprise s'engage, enfin quelque part ce qu'on appelle le club inclusion, sans doute que vous avez aussi entendu parler de cet intitulé-là, le club inclusion qui sur le reste du territoire du Rhône, Nouveau-Rhône, donc existe de façon unique quelque part et porte le pacte. C'est la Directe donc sur le reste du territoire du Rhône qui pilote à la fois le club inclusion et le pacte. Voilà, c'est un petit aparté sur l'aspect un peu gouvernance. Donc le pacte, si on fait un focus sur le pacte, si tu veux bien passer à la slide d'après Damien, le pacte, lui, donc, a pour objectif, on l'a dit, et Damien a bien expliqué un peu les enjeux, de mobiliser le monde économique, parce qu'on ne peut rien faire sans le monde économique aujourd'hui, clairement, tout le levier est là, au niveau économique, au cœur des entreprises, on se repose sur des patrons de PME comme de grandes entreprises qui sont engagés et qui ont envie de faire évoluer la société et donner un peu de leur temps. Et puis c'est du donnant-donnant, hein, parce qu'on a aussi des super pépites. Et puis je vous rappelle que la jeunesse est très présente dans les quartiers, donc on a une vraie force vive au niveau des quartiers. Il faut juste qu'on arrive à se saisir de ça et que eux aussi reprennent confiance en eux. Mais là, on s'appuie donc sur vous, entreprises, pour pouvoir avancer avec ces habitants des quartiers sur les 4 volets qui sont là devant vous: sensibiliser, former, recruter, acheter. Donc ça, c'est le pacte. Ah oui, je ne vous ai pas dit, juste petit aparté, le pacte prend le relais d'une ancienne convention dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui s'appelait la convention entreprises et quartiers. Donc, qui s'est arrêtée fin 2017 et qui a été poursuivie par le pacte. Donc, voilà, petit aparté. Je reviens sur les 4 volets. Donc, le volet sensibilisé, lui, son objectif, c'est vraiment de faire du lien entre le monde, enfin, entre la jeunesse dès le plus jeune âge. Hein, on peut commencer des actions avec les collégiens très jeunes, jusqu'à l'âge de l'insertion professionnelle. Et l'idée, c'est vraiment de faire des ponts, des passerelles, de permettre aux jeunes à la fois de se familiariser avec l'entreprise, de découvrir les métiers, etc. Donc, c'est vraiment ça, le volet sensibilisé. Donc, sur ce volet-là, on est en lien fort avec l'éducation nationale, bien évidemment. Sur le volet formé, donc là, l'idée, c'est d'être dans la sphère de l'alternance et de l'apprentissage. Donc, c'est de promouvoir vraiment cette insertion professionnelle par l'alternance. Donc, on va œuvrer sur deux publics, j'allais dire, 2 cibles, qui sont bien évidemment de faire connaître aux jeunes ce mode de formation, de les sensibiliser à ça, parce qu'ils ne connaissent pas toujours. Et puis aussi de sensibiliser les entreprises qui, elles, parfois n'y voient pas d'intérêt, trouvent que c'est une perte de temps et ne se lancent pas dans l'accueil de jeunes en alternance. Donc, on a vraiment ces 2 axes-là d'action. Et puis, sur le recruter, là, c'est vraiment l'idée de travailler avec les entreprises pour éviter, pour travailler sur tout ce qui est frein, à la diversité, tous les biais discriminants qu'on a bien souvent très inconsciemment dans nos modes de recrutement et de management. Et puis, sur le 4e volet qui concerne les achats socialement responsables, là, l'ambition du pacte, c'était de se dire, eh bien voilà, on a l'argent dans les gros groupes, les grands groupes français ont de l'argent, pourquoi ne pas réinjecter cet argent-là dans les PME qui sont implantées dans les quartiers ou en périphérie des quartiers et qui, elles, font travailler les habitants des quartiers, l'idée étant de, par l'injection
de cet argent des grands groupes, de pérenniser l'activité de ces petites PME de quartier pour pérenniser l'emploi des habitants des quartiers. On peut passer à la slide suivante, si tu veux bien. Donc là, le pacte, je vous disais, je l'ai dit un peu avant du coup, mais donc la charte des 1000, vous voyez, notre logo maintenant porte les 3 actions, donc charte des 1000, dans les entreprises s'engagent et le pacte. Et donc la MMIE, alors je ne sais pas si tout le monde connaît la MMIE parmi vous, peut-être un rapide intermède. Donc la MMIE, elle existe depuis janvier 2019, hein, c'est un outil de la métropole de Lyon. Donc on travaille sur les directives de l'exécutif métropolitain. L'enjeu de la MMIE, ce n'est pas de rajouter encore, j'allais dire, un partenaire, ou voilà, c'est au contraire de pouvoir, sur l'ensemble de la métropole, faire des liens, créer des passerelles entre les partenaires, entre tous les acteurs, parce qu'on sait que sur Lyon, il y a de très nombreux acteurs et tout le monde fait des choses vraiment très pertinentes. Et voilà, donc nous, on essaye, dans la mesure du possible, de communiquer énormément, à la fois sur notre newsletter, sur notre site internet, etc., et sur tous les posts qu'on peut faire sur LinkedIn, sur l'ensemble des actions que peuvent faire les partenaires. Et c'est dans ce cadre-là que Damien m'a aussi gentiment invité à ce webinaire-là. Hein. C'est vraiment de travailler ensemble, main dans la main, associations, SIAE, enfin tout type de partenaires, mission locale, bien sûr, Pôle emploi, etc. Donc nous, on est une 60aine à la MMIE. Dans le service entreprise, on est 25 environ et on est au contact des entreprises de ce fameux réseau Charte des 1000 Pactes Club des 100 pour mettre en œuvre des actions allant dans le sens de l'insertion des publics éloignés de l'emploi. Et là, en particulier, on parle aujourd'hui des quartiers politiques de la ville. Donc, sur le volet sensibilisé, bien sûr, on met en place des actions. Ça peut être organiser des stages. Donc, nous, on met en place, on permet, enfin, disons, on offre notre temps, on offre notre énergie pour aider les entreprises à mettre en place des actions qu'elles voudraient mener pour atteindre leurs engagements pacte. Hein. Mais au-delà des engagements pacte, si elles veulent venir, si elles n'ont pas signé le pacte, mais qu'elles veulent s'engager pour ces quartiers, ben on est là. Donc, ça peut être mettre en place un stage de 3e, ça peut être faire des ponts entre les collèges et les entreprises, ça peut être leur permettre de recevoir des jeunes en entretien conseil pour tout ce qui est leur questionnement d'orientation. Enfin, voilà. J'ai cité pas mal de choses là-dessus, mais voilà, nous, récemment, pour vous citer peut-être 2 actions un peu clés qu'on a fait ces derniers temps sur le pacte, au mois de février-mars, on a monté un forum découverte des métiers pour 4 collèges de la cité éducative de Lyon 8e, où on a 31 professionnels qui sont venus parler de leur métier. Voilà, ça c'est un type d'action spécifique pacte qu'on a pu monter. Au mois de juin, le 3 juin, on va aller au cœur du quartier des Vernes à Givors avec des entreprises, des centres de formation. On fait un atelier mobilité avec la SNCF, Keolis, pour travailler vraiment, aller vers et puis travailler avec les personnes les plus éloignées pour voilà, mettre en contact. Donc, si c'est des genres d'actions qui vous intéressent, vous savez que sur le site internet de la MMIE, vous avez la planification de nos actions. Vous pouvez largement me recontacter aussi. N'hésitez vraiment pas à revenir vers moi si c'est des actions sur lesquelles vous aimeriez vous engager. Là, prochainement, par exemple, on a la journée chrono de l'alternance également que nous organisons sur le volet plutôt formé. Juste petit aparté sur le volet recruté, j'ai une collègue spécifique qui travaille sur la mise en œuvre et l'animation de Club RH. Donc, si c'est des problématiques qui vous touchent et sur lesquelles vous aimeriez avancer, je peux vous mettre en lien avec elle parce qu'elle est vraiment dédiée à ces problématiques RH. Moi, je suis plus axée sur le volet sensibilisé et le volet formé. Et après, sur le volet recruté, je m'appuie sur mes collègues vraiment beaucoup. Sur le volet achat socialement responsable, c'est un volet qui est difficile à mettre en œuvre sur la métropole de Lyon pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas ou quasiment pas, à part des bureaux de poste et des bureaux de tabac, d'entreprises dans les quartiers. Donc là-dessus, les objectifs de la préfecture sont moins poussés. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est déjà d'intégrer toutes les entreprises qui aimeraient, qui ont des objectifs sur ce volet-là et qui veulent avancer. Je leur diffuse l'annuaire de toutes les structures d'insertion par activité économique
qui sont sur la métropole, et je les intègre également au club achat socialement responsable qui est animé par mes collègues du service clause sociale. Voilà, donc c'est où il y a aussi pas mal d'échanges sur ces problématiques achats. Donc voilà, mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est ce qui arrive derrière, c'est-à-dire les témoignages de Cécile et de Faustine sur ce qu'ils mettent concrètement en place, parce que c'est comme je vous disais, c'est des entreprises qui, elles, sont au cœur de leurs actions, et on est là juste comme un outil et comme une aide pour mettre en place ces actions au besoin. Merci Caroline. Effectivement, donc on peut passer au témoignage d'entreprise. On peut commencer par Batigère, par ordre alphabétique. Faustine, si tu veux nous dire quelques mots sur les expérimentations, les tests et vos actions sur les QPV ces derniers mois. Oui, alors c'est un peu particulier parce que là on parle des entreprises au sens global. Merci d'ailleurs pour la présentation, c'est hyper éclairant. Et il y a aussi des entreprises qui sont des bailleurs sociaux qui agissent évidemment pour certains en QPV. Batigère Rhône-Alpes est un petit bailleur social sur la métropole lyonnaise, et on agit uniquement sur le QPV de Saint-Fond et sur le petit QPV de Moncey, en plein centre-ville. On voit évidemment par rapport à des aliades, S Métropole Habitat, Lyon Métropole Habitat, on est petit, et souvent eux ont et interviennent sur divers quartiers politiques de la ville. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que bailleur, donc qui logeons des personnes sur ces quartiers, on dispose, grâce à l'État, d'un outil qui s'appelle le dégrèvement de taxes foncières, qu'on appelle entre nous, dans notre jargon horrible, on appelle ça la TFPB, mais qui nous donne les moyens d'agir en faveur de nos habitants. Et si on arrive à travailler en bonne intelligence, on mutualise nos projets entre les différents bailleurs sociaux d'un même territoire. Si bien, pour être dans l'exemple très concret, à Saint-Fond, on travaille main dans la main avec Aliade et Lyon Métropole Habitat pour réfléchir ensemble à des projets que l'on pourrait développer face à une analyse approfondie des besoins de nos habitants, de nos quartiers. Voilà, et ça nous permet vraiment de travailler en synergie avec un outil financier qui est très intéressant. Pour vous donner quelques exemples, en fait, l'année dernière, on avait Batigère Rhône-Alpes est engagé dans le cadre du logement d'abord depuis maintenant quelques années sur un projet d'emploi vers la fin. Avec nécessité, on va au contact des habitants dans une logique d'aller vers sur des ateliers CV chez l'habitant. On identifie des locataires chez nous qui sont vraiment désireux de retourner à l'emploi, mais qui se sentent empêchés, bloqués, qui ne croient plus dans les institutions. Et on travaille donc une orientation de nos locataires sur nécessité pour qu'il y ait vraiment un accompagnement individuel. Clairement, il y a un lien aussi associé à la dette que parfois contractent certains locataires, et le retour à l'emploi peut venir vraiment aider sur cet impayé. De cette expérimentation, chez Batigère Rhône-Alpes avec nécessité, on s'est mis autour de la table avec Aliade et Lyon Métropole Habitat, mais aussi des acteurs de la ville de Saint-Fond. Mais sous l'impulsion des bailleurs, on a dit on va faire un gros job et cité avec nécessité à Saint-Fond. Et on va le financer dans un premier temps, parce que pour le coup, tout le monde n'était pas certain que ça pourrait fonctionner. Et puis, il y avait d'autres habitudes sur la question de l'emploi à Saint-Fond qui étaient très intéressantes, mais l'idée de vraiment développer cet aller vers, que les bailleurs donnent des badges et que les médiateurs emploi de nécessité viennent vraiment au contact, c'était un peu nouveau. Donc, les bailleurs ont poussé, ont financé grâce à cet outil de l'État, la TFPB. Et ensuite, cette année, donc on est en 2021, la ville, les équipes quartier politique de la ville via la métropole ont repris le relais en devenant financeurs majoritaires. Donc voilà, en tant que bailleur, grâce à cet outil et aussi à la capacité qu'on a à travailler ensemble, on peut venir impulser des nouveaux projets qui, s'ils démontrent un impact intéressant, peuvent être repris par les acteurs locaux. Parallèlement, cette année, on s'est dit, tiens, dans le prolongement de la question de l'emploi, on voit très bien qu'au Collège Alain, à Saint-Fond, il y a des vraies difficultés sur la question de l'égalité des chances, mais aussi des stéréotypes de genre. Et si bien que là, avec LMH et Aliade, on s'est dit il pourrait être intéressant de pousser, de financer Révèle, qui est une association qui vient coacher des jeunes filles pour leur permettre de se donner les moyens de leurs ambitions et de ne pas
exclure Ouais. de leurs rêves, en fait, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah là, nous, bailleurs, pour venir aider à l'implantation de Revel, qui a quand même besoin de financement, eh bien, on va financer une promotion, trois jeunes filles qui pourraient venir de Saint-Fond dans la future promotion de Revel. Évidemment, c'est un pari. Est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'on va arriver à avoir 3 jeunes filles de Saint-Fond? Bah, on aimerait bien, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, on aura tenté. Et l'année prochaine, peut-être qu'il y aura une reprise, soit à nouveau par nous, parce qu'il faudra encore financer pour justifier l'impact, soit peut-être effectivement d'autres acteurs publics pourront prendre le relais. Donc voilà un peu sur les territoires comme cela, comment on peut, sur les QPV, comment les bailleurs peuvent agir et comment ça peut être aussi intéressant pour les entreprises qui veulent agir en lien avec le pacte ou etc. De aussi repérer les bailleurs qui sont très implantés sur ces quartiers parce que ça permet de vraiment travailler en partenariat et comme je le disais à Damien, nous en tant que logeurs, de bailleurs, quand on loge les gens, on voit beaucoup de choses. Et on a une analyse des besoins qui est assez fine parce qu'on a du personnel de proximité, des gardiens d'immeubles, et qu'on peut avoir encore un regard complémentaire. Et si des entreprises veulent s'implanter, développer des projets, qu'elles n'hésitent jamais à solliciter les bailleurs qui ont, comme je vous l'ai expliqué, un peu d'argent spécifiquement sur ces territoires, mais aussi un bon regard sur les besoins et des envies d'être un peu laboratoire d'innovation sociale. Et puis, par ailleurs aussi, en tant que bailleur social, on a aussi on a nos locataires, nos collaborateurs qui travaillent pour une dimension, pour nos locataires qui sont parfois en difficulté, dans une forme de fragilité, en particulier en quartier politique de la ville. Mais nos collaborateurs n'ont pas forcément de prise. Je veux dire, on a tous des fonctions il y en a qui ont des fonctions vraiment très en proximité, très opérationnelles, et puis il y a des personnes qui sont comme toutes les entreprises, beaucoup plus en transversal, sur des fonctions support, ressources, etc. Et nous, on profite beaucoup aussi du programme Innovavenir pour venir mobiliser dans le cadre, dans les collèges, etc., pour échanger justement autour des métiers d'avenir, des stéréotypes de genre, et vis-à-vis de collégiens, 4e, 3e, en lien avec Damien. On tient beaucoup, ça fait des années qu'on le fait sous différents noms, parce que déployons nos ailes, etc. Machin. Mais en tout cas, on y voit un vrai intérêt pour aussi raccorder nos collaborateurs finalement à notre cœur métier de bailleur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, tout le monde n'est pas au contact de nos usagers, en fait. En tout cas, pas autant qu'on pourrait le penser. On a des collaborateurs qui sont très éloignés. Et là, ça nous est très utile de pouvoir intervenir en collège. Voilà. Très bien, merci Faustine. Moi, j'avais vraiment été marqué par l'expression que tu as dit. Quand on est un bailleur, on voit beaucoup de choses. Effectivement, vous êtes en prise avec la réalité des habitants des QPV, quoi, très clairement. Alors, merci beaucoup. Cécile, pour Suez, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur vos actions et votre travail sur les QPV et le soutien aux habitants? Bonjour à tous et puis merci de cette invitation. Je partage le commentaire de Faustine. L'introduction est très pertinente. C'est toujours bien de revenir sur des chiffres clés, sur la réalité des quartiers pour se rendre compte que c'est une proportion trop importante de la population qui est concernée malheureusement par le sujet de la pauvreté, par le sujet de l'emploi, de la formation. Et tout ce que ça génère finalement comme impact finalement sur les individus. Donc chez Suez, je vais pas vous présenter tout le tableau des actions. On en a de nombreuses puisqu'on est un grand groupe et qu'on est présent sur de nombreux territoires. Et donc nos actions en termes de gestion des déchets ou de l'eau peuvent aussi s'adresser à des quartiers QPV. Mais je vais vous donner autant que possible du concret et des exemples sur deux axes. Deux axes que je pense qui sont les axes de Suez, mais qui peuvent être aussi les axes de différentes entreprises. Pour moi, on peut effectivement agir à tous les niveaux, mais on peut aussi choisir ses actions. Du moment qu'on fait du concret, c'est un petit peu l'ADN de Suez que d'être dans l'opération, dans l'action. Et donc, on a plusieurs angles forcément d'action.
Moi, je vous en présente quelques-uns avec des exemples à la clé et puis je serai ravie de pouvoir répondre à des questions là-dessus. Donc, premier axe, c'est contribuer aux actions en faveur des habitants des quartiers. Donc, en fait, c'est premièrement, finalement, se poser la question comment agir. C'est aussi peut-être agir pour des associations qui sont présentes dans les quartiers ou qui agissent pour les quartiers. Donc, on peut le faire à différents niveaux et c'est ce que fait Suez en engageant des collaborateurs et collaboratrices. Donc, je pense que Faustine l'a souligné, c'est du mécénat de compétences, c'est des gens volontaires, engagés, mobilisés, motivés finalement pour aller au contact et puis participer à des actions qui font du sens. Forcément, nous, on les oriente vers des associations avec qui on peut créer du lien entre nos activités. Donc l'économie circulaire au sens le plus large possible. Donc toute association, par exemple, qui va travailler ce sujet, on sera vraiment intéressé pour aller voir s'il y a des besoins et si on peut mettre à disposition des collaborateurs. Mais ça peut être aussi des actions vraiment d'association pour l'emploi et pour l'insertion, car c'est un des axes principaux de l'innovation sociale chez Suez. Donc, à titre d'exemple, on a cité Revel. Donc, on a mis à disposition une personne pour participer à des jurys. On a également organisé des speed coaching avec nos quartiers ont du talent, où plusieurs collaborateurs ont fait des rendez-vous individuels pour coacher des jeunes sur leurs projets professionnels, sur la façon de se présenter, pour leur donner aussi cette confiance finalement qui est des fois manquante chez les jeunes des quartiers. Donc, je vous donne quelques exemples. On a plusieurs interventions aussi avec WeFund ou avec le CIDIF, le centre en fait dédié aux actions familiales et aux femmes, toujours sous forme souvent d'ateliers de coaching, de parrainage. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut aller facilement mettre en place et je vous invite à vous intéresser à toutes ces belles assos comme Sport dans la ville qui font aussi des belles choses dans les quartiers. Donc ça, c'est un premier élément. L'entreprise, comme le disait aussi Caroline, peut ouvrir ses portes et ses métiers. On parle souvent des stages de troisième parce que c'est vrai que ça a été un vrai sujet dans le cadre du pacte. Suez est très engagé à ce niveau-là. Pour vous dire, on a depuis en 2020, en fait, avec le Covid, on a transformé un peu la façon de faire les stages en passant à des versions aussi un peu numériques et digitales. Donc c'est aussi possible malgré les contraintes qu'on peut avoir. Alors forcément, l'accueil sur site est un peu plus compliqué, mais ça n'empêche qu'on peut aller dans les classes. On peut aussi essayer de développer des formats un petit peu virtuels, et c'est ce qu'a fait Suez. Je pense que Faustine a mentionné le collège Alain à Saint-Fond. Il y a eu un stage justement au mois de mars 2020, mars-avril, où on a 5 collaborateurs qui, chaque jour, sont intervenus sur une semaine dans une classe de collégiens pour présenter leur métier, voilà, des métiers variés, présenter aussi, on a aussi beaucoup un volet de sensibilisation à l'environnement, à la transformation environnementale. Donc on fait passer des messages, on présente notre entreprise et ça c'est une grande richesse en fait pour ces jeunes-là, avec beaucoup aussi de richesse pour nos collaborateurs qui participent et qui se retrouvent confrontés à un public inhabituel, un public de jeunes, voilà, et des questions souvent qui sont très riches et intéressantes. Voilà. Et puis dernier point pour voilà ces actions d'ouverture en fait de l'entreprise, c'est le recrutement. Donc on parle aussi beaucoup de l'alternance. Ça fait le lien entre voilà expérience professionnelle, formation diplômante. On agit beaucoup là-dessus parce que depuis la création de notre direction innovation sociale, on est quand même dédié à ce sujet du recrutement inclusif. Et la campagne d'alternance, pour nous, est un gros sujet. Il y a des engagements, on se donne des objectifs. Donc, par exemple, chez Suez, l'engagement, c'est de pouvoir recruter 10% d'alternants issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc, voilà, c'est pour se donner un objectif, encore une fois, pour se donner une ambition et pour essayer aussi de développer, et c'est ce que je cherche à faire, moi, au titre de ma fonction d'innovation sociale, à créer du lien avec des acteurs, structures d'insertion, centres sociaux, missions locales qui sont présentes dans les quartiers, qui sont au contact des publics. Et qui vont avec nous travailler pour donner aussi des orientations vers les métiers potentiels au sein du groupe. Voilà, donc ça veut dire être présent sur certains forums et job dating qui sont dédiés.
Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est à venir, je crois, si je ne me trompe pas, le 10 juin. Pour Lyon, par exemple, le 9, là, du Cher, avec le forum qui est annuel, Job Dating, ton métier, c'est ton but. Mais vous en avez d'autres. Et ça, c'est lorsque vous êtes présent ou vous intéressez au quartier, il y a quand même beaucoup d'actions qui vous permettent d'aller à la rencontre des jeunes et des demandeurs d'emploi de manière générale. Voilà. Donc ça, c'est tout un panel d'activités diverses et variées. Je ne suis pas la seule à travailler là-dessus, mais voilà, on essaye de se coordonner pour avoir des actions significatives. Et puis, on parlait aussi des actions un peu plus innovantes, de montage de projets. Voilà, donc je voulais vous donner quelques exemples qui se déroulent aussi à Lyon et ailleurs, mais qui sont assez significatifs et avec un fort ancrage sur les quartiers. Donc, dans le domaine de l'eau, par exemple, on expérimente en fait des services de plomberie solidaire qui permet justement d'aller vers. C'était souligné voilà, par Faustine aussi au niveau de Batigère, mais c'est vraiment aller vers, aller chez les habitants à domicile pour faire de la sensibilisation, mais aussi du diagnostic des installations d'eau. Et en fait, en second niveau, il est possible d'actionner un service de petite réparation de plomberie à titre gratuit. Le but étant pour nous, en tant que délégataire de l'eau, de service de l'eau, de travailler en fait sur l'axe de prévention de la précarité hydrique, qui est de plus en plus critique du fait voilà, des thématiques à la fois du changement climatique et des possibles sécheresses chroniques, mais aussi d'un autre côté des situations de précarité qui sont parfois extrêmes et qui viennent voilà, compliquer l'usage de l'eau. Et surtout, on essaye d'agir à ce niveau-là pour leur donner les moyens de maîtriser l'eau. Et ultimement aussi que c'est un impact sur leur facture d'eau, qu'ils puissent avoir une augmentation du reste à vivre, comme on dit. Donc voilà, et dernier exemple, et après je m'arrêterai là, mais on pourra revenir dessus si vous voulez des détails. Aussi par rapport au quartier, il y a aussi toujours des thématiques du lien social, du bien-être, du bien-vivre dans les quartiers pour aussi donner un peu plus d'actions positives en fait. Et nous, en lien avec la propreté urbaine et le tri des déchets, il y a beaucoup de thématiques là-dessus et on essaye de monter des actions aussi co-construite en fait avec les acteurs des quartiers pour diagnostiquer des usages, des habitudes. Et souvent, on s'aperçoit que c'est des petites choses, des petits riens qui peuvent faire vraiment un gros impact pour améliorer la vie des gens et la propreté dans les quartiers. Et pour les impliquer, les mobiliser, mais en fait, toujours, encore une fois, en leur donnant les moyens et en ayant des actions qui sont vraiment significatives et qui viennent d'eux, en fait. Donc, on co-construit des actions pour les mettre en place dans les quartiers et faire en sorte que ces actions répondent aux habitants et soient décidées par et pour les habitants, plutôt que d'arriver et de dire on va déployer une solution sur mesure ou copier-coller sur un autre quartier. On essaye de plus en plus d'avoir ces actions-là et ça nous amène vraiment à co-construire, encore une fois, avec des acteurs des quartiers pour pouvoir identifier les actions à mener et les mettre en œuvre. Très bien, très très bien. Si des questions émergent, nous pouvons les porter auprès de Faustine et de Cécile, n'hésitez pas. Merci en tous les cas pour ces deux beaux témoignages. Moi, je connaissais bien Suez, hein, Cécile, pour avoir eu l'occasion de travailler ensemble parfois sur certaines actions. Je ne connaissais pas vos actions par contre en faveur des quartiers, là, sur l'eau et les gestes de tri. Donc, c'est très intéressant ce que vous faites. Et puis, je suis ravie d'avoir rencontré Faustine de Batigère parce que je ne connaissais, on n'a pas eu l'opportunité en tous les cas jusqu'à présent de se croiser. Donc, et j'étais très intéressée par ce que vous avez pu présenter. Et en effet, c'est vrai que les bailleurs sociaux sont quand même des acteurs, je pense, clés dans toutes les actions qu'on peut faire au niveau des quartiers. C'est vrai que vous avez cette proximité et la connaissance de ces publics-là particulièrement fine et très intéressante. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je renchéris vraiment parce que sur les actions de plomberie solidaire comme celle sur les quartiers par rapport aux déchets, on a besoin en fait de cette connaissance et pour travailler avec un bailleur social en dehors de Lyon, mais sur un de ces sujets, ça nous apporte beaucoup
vraiment de travailler de pair avec eux et de s'adresser à leurs locataires avec leur caution, avec la caution du bailleur, avec la connaissance du bailleur aussi. Ça nous permet de mieux cerner les problèmes et de mieux agir en fait aussi en concertation avec ces bailleurs. Donc, ravi si on peut travailler ensemble sur Saint-Fond ou sur... Ah oui, avec plaisir. Alors, oui, carrément. Oui, et enfin, pour le coup, merci pour ce retour. On est vraiment tous très en complémentarité, en fait. Ça a beaucoup de sens. Et moi-même, je n'étais pas du tout au courant que Suez pouvait intervenir sur ces aspects préventifs autour de l'eau ou de la gestion du tri, etc. Donc, ouais, non, je suis intéressée et il y a des choses à faire. Très bien. C'est noté. Bon, bah, le rendez-vous est pris. Je suis très content que les entreprises pour la cité soient un accélérateur de rencontres. Un entremetteur. Un entremetteur, voilà, pour des choses positives. Je voulais conclure ce webinaire en également rappelant un autre outil disponible pour les entreprises qui veulent s'engager sur les QPV et dans un monde de diversité. C'est la Charte de la diversité dont nous sommes les porteurs depuis 2004, depuis sa création. C'est Claude Bébéard, celui qui a créé les entreprises pour la cité, anciennement IMS pour entreprendre, qui a créé la Charte de la diversité, avec 33 entreprises pionnières au début des années 2000. Aujourd'hui, les choses ont bien avancé. On a plus de 4100 structures qui ont choisi d'adopter une posture volontariste et d'agir en faveur de la diversité et de l'inclusion par le biais de cette charte. Donc, que ce soit des grands groupes, des associations, des établissements publics, des collectivités territoriales, des clubs de sport, n'est-ce pas, Justine, et son opération Ton métier, c'est ton but. Décidément, on est là au carrefour des rencontres de tous les acteurs qui ont envie de faire des choses positives. Donc, avec cette charte, notre but, c'est d'accompagner les signataires dans la mise en œuvre de leur politique diversité, voilà, de dépasser les attentes légales simplement et de permettre à toutes et à tous d'agir en fonction de leurs moyens humains et financiers pour plus de performances économiques et sociales. C'est le but de cette charte. Je conclus ce webinaire. Vous avez quelques chiffres ici que vous retrouverez sur le site. On termine, comme d'habitude, par une diapositive qui vous remercie tous et toutes de votre participation, de vos interventions, de vos témoignages. Caroline et moi-même sommes très contents de ce webinaire. Si vous avez des questions, il est 13h53, nous avons tenu dans un temps record les délais. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à revenir vers les uns et les autres. Je pense que Cécile et Faustine vont se reparler dans les semaines et les mois à venir selon leur calendrier pour peut-être une action sur les QPV de Saint-Fond et d'aider à faire de la plomberie solidaire avec les habitants des QPV, pourquoi pas. Donc si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, je vous remercie. Je mettrai à disposition la présentation PowerPoint ainsi que le lien de cette vidéo qui m'a été demandé si on pouvait enregistrer pour pouvoir justement la diffuser à des gens qui ont annulé un peu dans la minute et à d'autres personnes qui auraient envie d'en apprendre un peu plus parce que c'est un message utile pour les habitants des QPV, pour les QPV et pour les entreprises qui veulent agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Damien. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.